Code noir. Voici le texte qui a permis de régir la vie des esclaves dans les colonies françaises. Le Code noir promulgué en 1685 par le roi Louis XIV, comme je le disais au tout début, est un texte majeur, est un texte de loi régi donc par la France pour régir la vie des esclaves dans les colonies françaises. Il faut bien comprendre qu'en tant que document officiel de l'État français, il permettait de légitimer l'esclavage en tant que tel, en cherchant bien évidemment à organiser tout ce qui était pratique, etc. Aujourd'hui, dans cet épisode de Il fut, je voulais vous parler du Code noir parce que c'est un document, en tout cas, c'est un texte de loi qui est assez méconnu en France. Quand tu parles de ça à certaines personnes, elles ne savent pas du tout de quoi nous allons parler. Donc, il était primordial pour moi de vous expliquer ce qu'il en était et à quel point ça a été important pour l'esclavage en France. Donc, dans cette vidéo, la team, nous allons explorer le contexte historique, le contenu, l'impact de ce texte, en tout cas de ces textes de loi, ainsi que les conséquences qui sont encore visibles dans nos sociétés actuelles, dans notre société française. Première partie, le contexte historique. Pour comprendre le Code noir, il faut remonter à la fin du XVIIe siècle. À cette époque-là, la France, sous l'impulsion de son roi Louis XIV et de son ministre Jean-Baptiste Colbert, vont chercher à renforcer l'empire colonial en pleine expansion dans les Antilles, dans l'Afrique, mais dans les Amériques aussi. À ce moment-là, il faut bien comprendre que toutes les denrées qui viennent des colonies sont des denrées super importantes pour la France, que ce soit le sucre, le café, le tabac, etc. Et bien évidemment, toutes ces choses-là exigent d'avoir une main-d'œuvre de qualité, mais surtout bon marché. Et c'est ainsi, vous l'avez compris, bon, c'est peut-être une simplification de l'histoire, mais c'est pour que vous compreniez le cheminement. C'est ainsi que le système esclavagiste s'est mis en place dans les plantations des colonies françaises. L'objet du Code noir permettait de rétablir et surtout de maintenir, de mettre des lois dans le contexte historique esclavagiste et de pouvoir maintenir l'ordre et éviter de ce fait les révoltes des esclaves. En réalité, vous allez le comprendre dans la vidéo, mais le Code noir permettait d'institutionnaliser la déshumanisation, si je peux dire, des personnes noires en les qualifiant de biens meubles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune importance pour les esclavagistes. 2. Le contenu du Code noir. Le Code noir se compose de 60 articles qui permettent de régir la vie des esclaves ainsi que la vie des esclavagistes. Maintenant, voyons quelques points principaux de ce fameux Code noir. Petit 1, le statut des esclaves. Le Code noir, comme je le disais juste avant, stipule que les esclaves sont considérés comme des biens meubles, c'est-à-dire qu'ils sont la propriété des esclavagistes, au même titre qu'un meuble classique ou qu'un animal domestique. Cela signifie, pour que vous compreniez bien, qu'ils peuvent être achetés, vendus, que ça peut être un héritage d'un esclavagiste à ses enfants, ou qui peuvent être, comme vous le savez très sûrement, échangés d'une plantation à une autre. Par exemple, il y a un article qui est l'article 44 qui dit exactement « Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté et qu'ils puissent être saisis comme des autres biens meubles. » Petit 2, religion et obligations religieuses, et qui est un passage très important dans ce Code noir. Le Code noir exige que les esclaves soient baptisés dans la foi catholique. Cette disposition visait à civiliser, entre guillemets, les esclaves. Et moi, je pense plus que ça permettait de pouvoir, on va dire, plus déshumaniser et surtout aliéner les esclaves, de leur enlever leur spiritualité et tout ce qu'il y avait. Et à partir du moment où tu arrives à enlever la spiritualité d'un peuple, ainsi que ses souvenirs et que sa conscience historique, tu arrives à le maintenir complètement. Et ce fait-là permettait de maintenir, ou plutôt de renforcer, l'emprise de l'Église catholique sur les colonies françaises et sur le royaume de France en règle générale. L'article 2 dit exactement ceci. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine et baptisés. Petit 3, traitement des esclaves. Bien que le Code noir, quand tu le lis réellement, permet d'imposer une certaine limite à la brutalité des esclavagistes envers les esclaves, ces protections étaient rarement appliquées. Déjà, à partir du moment où tu vas déshumaniser une personne, tu n'es pas dans le respect de cette personne-là. Par exemple, les maîtres étaient censés fournir de la nourriture ainsi que des vêtements à leurs esclaves. Il y a un très bon livre de Frederick Douglass, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un esclave qui a été affranchi aux États-Unis, donc dans le sud des États-Unis. Enfin non, il n'a même pas été affranchi, excusez-moi. Il s'est libéré lui-même et ensuite il a fui et il a écrit son premier ouvrage. Donc je crois qu'il s'appelle Vie d'un esclave ou quelque chose comme ça. Bref, je vous le mettrai de toute façon à l'écran. Et dedans, il explique réellement ce qu'il en était. Alors là, on parle bien par rapport aux colonies anglaises avec les États-Unis, mais je pense que ça devait être similaire avec les colonies françaises, où dedans, on te donnait un vêtement, voire 2 par an maximum, et tu ne mangeais pas réellement comme tu le voulais. L'article qui dit ceci est l'article numéro 22. Je cite. «
défendons aux maîtres de donner l'excédent à leurs esclaves en nourriture et en vêtements sous peine d'amende. Donc vous voyez, on ne devait pas donner plus aux esclaves, que ce soit vestimentaire ou que ce soit au niveau de la nourriture, sous peine d'amende. Donc ça veut dire qu'on essaye de limiter tout ça, mais en réalité, on essaye quand même d'imposer quelque chose et de limiter surtout le bien-être des esclaves. Toutefois, comme vous le savez, des punitions extrêmement violentes étaient autorisées en cas de mauvaise conduite des esclaves. Il y a un autre livre, d'ailleurs que moi j'aime beaucoup et pour moi je pense que beaucoup de personnes devraient le lire. Il s'appelle, alors c'est un titre qui est assez long, mais c'est de Boumba Bong. Le titre c'est « Quand l'Afrique était l'or noir de l'Europe ». Et c'est un super livre qui détaille pas mal de choses. Et surtout, cet auteur-là a pris des écrits espagnols et portugais qu'il a trouvés donc en Amérique du Sud pour pouvoir mettre beaucoup plus de valeur sur ce qui s'est passé. Parce qu'il y a beaucoup d'écrits en France qu'on n'a pas retrouvés, qui ont été détruits ou qui ne sont pas disponibles au grand public parce que ça pourrait faire pas mal de bruit. Et dedans, je vous dis ça parce qu'il y a des passages qui m'ont fait très mal. Alors, je vais en citer juste un seul. C'est dans une plantation, je crois que c'est au Brésil. Je ne sais plus si c'est au Brésil ou au Panama, bref. Mais c'est soit Amérique centrale ou Amérique du Sud. Et donc, dans une plantation, il y a un esclavagiste qui demande à son esclave d'aller chercher de l'eau dans un puits. Donc, il se trouve à une certaine distance. L'esclave y va, mais il revient avec un tout petit peu de retard sur la durée qu'il aurait dû faire pour revenir jusqu'à la plantation. Là, ce que l'esclavagiste fait, c'est qu'il va prendre de l'huile qu'il va faire chauffer. Il va maintenir la bouche et donc la gorge ouverte de l'esclave et il va lui verser de l'huile bouillante à l'intérieur. Donc, est-ce que vous imaginez les tortures atroces? En fait, on a du mal à se rendre en France à quel point, pendant le Moyen-Âge, et même jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que 1789, c'était il n'y a pas très longtemps, nous étions extrêmement sauvages, vraiment. Et cet article est l'article numéro 38 qui dit exactement « L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou leurs enfants, avec contusion ou effusion de sang, sera puni de mort. » Alors, il y avait pas mal de sévices avant. Alors, je pense que beaucoup de personnes le savent, mais par exemple, si tu essayais de fuir, on te coupait une oreille. Après, si tu essayais de fuir une deuxième fois, on te coupait le jarret, la jambe, etc. Et après, on te tuait. Donc, il y avait vraiment des sévices. Et tout ça, ce n'était pas uniquement pour faire mal à l'esclave, pour lui faire une morale et surtout pour lui montrer ce que ça fait. Non, c'est pour montrer l'exemple auprès des autres personnes qui étaient, les autres esclaves qui étaient dans la plantation pour ne pas qu'ils reproduisent ça. En fait, c'était faire un modèle, tout simplement. Petit 4, famille et mariage. Le Code noir interdit la séparation des familles, du moins en théorie, mais il ne reconnaissait pas non plus la véritable union conjugale des esclaves. C'est pourquoi quand vous regardez des films afro-américains qui traitent à la fin de l'esclavage ou même pendant l'esclavage, on voit souvent que pour célébrer les mariages, les esclaves, par exemple, sautaient au-dessus d'un bâton. Et bien ça, c'était pour montrer qu'ils passaient, on va dire, une nouvelle épreuve. Donc c'était symbolique, c'était une espèce de rituel parce qu'ils ne pouvaient pas se marier comme le faisaient les autres Américains. L'article qui relate ça est l'article numéro 47. Et il dit ceci. Nous déclarons les esclaves incapables de contracter aucun mariage sans le consentement de leur maître. Petit 5, l'affranchissement. Et c'est un point qui est super important à mes yeux. Le Code noir, en théorie, permettait également l'affranchissement des esclaves, c'est-à-dire leur libération par leur maître, par les esclavagistes, si vous n'aviez pas compris. Mais il faut bien comprendre, et c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à imaginer, c'est que même si les maîtres, entre guillemets, allaient affranchir certains esclaves, ils n'avaient pas les mêmes droits que les citoyens du pays où est-ce qu'ils étaient. Donc ça veut dire qu'on t'affranchissait, mais en même temps on te disait « Ok, mais maintenant, tu vas vivre où? Tu vas travailler où? Comment tu vas te faire de l'argent? Tu vas manger quoi? Comment tu vas te vêtir? Etc. » Donc, en fait, c'était un cercle vicieux qui permettait de dire « Ok, tu n'as pas de boulot, tu ne sais pas où dormir, tu ne sais pas comment manger ni te vêtir, et bah viens chez moi. » Et c'est comme ça que l'esclavagiste reprenait les esclaves et c'était un cercle vicieux parce que ça ne se finissait jamais. Donc, même s'ils étaient affranchis, ils restaient esclaves parce qu'ils n'avaient pas les mêmes droits et qu'on ne permettait pas aux esclaves de pouvoir s'émanciper réellement. Et quand je parle de citoyens, je parle bien des citoyens blancs dans les colonies, que ce soit françaises, anglaises, etc. Partie 3, l'impact du Code noir. Il faut bien comprendre que le Code noir a permis de légitimer le racisme en l'institutionnalisant et en codifiant la différence entre les esclaves noirs et les personnes blanches libres. En effet, non seulement il normalise le racisme, mais il permet de faire une hiérarchie des soi-disant races, même si nous savons qu'il n'existe qu'une seule espèce humaine, nous sommes les Homo sapiens, mais à cette époque-là, donc il n'y a pas encore très longtemps, il y avait le concept de race, où les Noirs étaient vus comme inférieurs et destinés à la servitude. Le Code noir a servi aussi, donc comme je l'ai dit, il a été promulgué en 1685, donc par Colbert et par
le roi de France Louis XIV, mais il a permis de modèle à d'autres colonies qui ont émis des lois similaires à leur propre territoire dans leur colonie pour réguler l'esclavage comme dans les colonies françaises. Et il faut bien se dire que ce code noir a été adapté, donc il a été réadapté plus tard. Donc nous étions en 1685, donc à la fin du XVIIe siècle, mais il a perduré jusqu'en 1848 à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Au niveau des conséquences économiques et sociales, le Code noir a permis aussi de consolider le système de plantation. Donc ça a permis de consolider la soi-disant hiérarchie des races, de consolider l'impact de l'Église catholique sur le Royaume de France et donc sur les colonies françaises, mais ça a eu aussi un impact sur le système économique, donc comme je le disais, sur les plantations, qui était, comme vous l'avez compris et comme vous le savez, basé sur l'exploitation des Noirs. L'économie des colonies françaises, en particulier celle des colonies dans la Caraïbe, a ainsi prospéré grâce au travail des esclaves. Cela a aussi créé des sociétés, on va dire, profondément inégalitaires, comme nous pouvons le voir actuellement dans nos sociétés modernes, avec des tensions raciales qui perdurent toujours maintenant. Bien que le Code noir permettait de réguler et visait à maintenir l'ordre colonial, ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas eu de révolte des esclaves. Et il faut bien se dire que ce n'est pas grâce aux soi-disant abolitionnistes des colonies que l'abolition est arrivée des esclaves. Non, c'est vraiment grâce aux esclaves que l'abolition est arrivée. On en parlera plus tard, mais que ce soit avec Toussaint Louverture, etc. J'en ferai une vidéo d'ailleurs parce que c'est une figure super importante et qui mérite un « il fut ». Mais il faut bien se dire que c'est grâce aux esclaves qu'il y a eu ça. Et pas comme on le dit avec Schœlcher, etc. Ça, c'est juste c'est parce qu'il y avait des intérêts derrière. Des intérêts que ce soit au niveau industriel, parce qu'il y avait l'industrialisation qui arrivait, et donc la révolution de l'industrie permettait de pouvoir avancer beaucoup plus vite, et le système capitaliste a été beaucoup plus rentable avec ça, mais il fallait absolument abolir. Et pour revenir à ces révolutions ont été très souvent violentes, comme tout simplement l'esclavage l'a été, et se sont multipliées au fur et à mesure des siècles. Aujourd'hui, le Code noir est critiqué pour sa violence et sa déshumanisation des personnes noires. Il est souvent vu comme l'un des premiers textes permettant de légaliser explicitement le racisme dans le monde occidental. Et comme je le disais tout à l'heure, bien qu'il ait été aboli avec l'esclavage, ses conséquences sociales, économiques et culturelles ont perduré bien au-delà de sa disparition formelle. Et une petite conclusion, la team, pour ce il fut. Le Code noir reste un symbole tragique de l'histoire de France, mais qui est important de prendre en compte, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas et ne connaissent pas ce Code noir. Bien qu'il ait cherché à réguler, soi-disant, des pratiques esclavagistes, il a surtout contribué à l'oppression systématique des personnes noires, donc des esclaves. Et pourquoi je voulais absolument en parler, c'est pour montrer l'héritage que nous avons actuellement et que ce ne sont pas les personnes actuelles qui ont fait ça en Occident, mais qu'il faut bien se dire que ça a existé et que ça ne fait pas très longtemps. Et qu'il est important de reconnaître cette histoire-là pour mieux comprendre les inégalités contemporaines. Comme j'aime à le dire, il faut comprendre l'histoire, il faut connaître l'histoire pour comprendre où est-ce que nous en sommes et pour voir où est-ce que nous irons. Enfin bon la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous l'avez vu, c'était l'épisode Il fut du Code noir. Dites-moi si vous connaissiez le Code noir ou pas, dites-moi si ça vous a intéressé ou pas, mettez un petit commentaire, je vais essayer de répondre à tout le monde. Essayez de rester poli parce que j'ai vu pas mal de commentaires qui étaient assez virulents dans les dernières vidéos de Il fut. Donc, essayez de rester poli et je vous répondrai. Sinon, je ne répondrai pas tout simplement. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.